Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je me suis attaquée au grand tri de ma chambre. Écoutez, je fais le ménage de printemps au mois de juin. Il n'y a pas de bon moment pour faire son ménage de printemps et se débarrasser des choses dont on n'a plus l'utilité mais qui pourraient servir à quelqu'un d'autre. Et en m'attaquant à la partie livres, je me suis rendu compte que ça pouvait faire l'occasion d'une vidéo assez sympa où je vais les trier avec vous entre ceux que je garde et ceux que je donne / que je vends, sachant que j'ai pour mauvaise ou bonne habitude, selon les points de vue, de surligner, d'annoter mes livres, surtout qu'il y a pas mal d'essais, vous allez voir. Donc c'est très difficile à revendre dans ces cas-là, les bookstores n'en veulent pas, et de toute façon je trouve que les bookstores c'est quand même une arnaque de leur revendre les livres, c'est juste une façon facile de s'en débarrasser, parce que même les beaux ouvrages complètement neufs à plus de 50 €, ils vous les rachèteront pour 3 francs 6 sous, donc parfois ça vaut le coup de les revendre à des particuliers. Vous le verrez, il y a quand même pas mal d'essais, des livres que j'ai achetés pendant mes études à l'époque où j'avais l'énergie intellectuelle à mettre dans des livres exigeants. Aujourd'hui, autant vous dire que j'ai juste envie de lire des romans à l'eau de rose, les doigts en éventail sur la plage. Mais pour ça, il faut que je fasse un petit peu de place avant de refaire ma librairie. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je les prends un petit peu au hasard, je vous fais un rapide petit pitch sur le livre, si je vous le recommande, si je vous le recommande pas, ça pourra vous donner des idées. On attaque! Premier livre, on commence fort, Mythes et dieux de l'Inde, le polythéisme hindou, que j'ai acheté à l'époque où j'avais une passion dévorante pour l'Inde, mais évidemment je n'ai jamais eu le temps de le lire parce que ça reste quand même un gros bébé et puis surtout c'est très théorique. La mythologie hindoue c'est très compliqué et j'ai envie de lire autre chose en ce moment, donc comme il est complètement neuf et en parfait état, je vais le donner à quelqu'un qui, j'espère, en aura plus l'utilité malgré les petits dessins sympas. Boom! Histoire des grandes erreurs de management. Celui-ci c'est un livre que j'ai saigné, que j'ai lu 2 ou 3 fois et surtout qui m'a bien servi pour préparer mes oraux de sortie en école de commerce. On avait un oral de management à passer où il nous demandait d'avoir une bonne culture économique, du management commercial des entreprises dans le monde, et on avait besoin d'avoir des exemples pertinents pour illustrer un propos. On pouvait tomber sur n'importe quel sujet et donc ce livre-là était parfait en fait pour le préparer parce que ça vous donne une super culture économique et surtout c'est assez marrant. C'est divisé en chapitres, chacun consacré à une erreur plus ou moins célèbre commise par une entreprise. Alors c'est plutôt sur le 20e siècle, 20e et 21e évidemment. Donc ça va de Maminova à Kodak, à Renault, Barbie, la navette Challenger, un peu traumatisant, Danone, Orange, Google, Volkswagen, et ça traite absolument de tous les sujets, erreurs commerciales, erreurs de stratégie, erreurs de ressources humaines, erreurs dans un processus de décision. C'est assez fun à lire et pourtant c'est très sérieux, bien documenté, donc je vous recommande à fond, je le garde. L'éducation sentimentale de Flaubert, un livre très sentimental pour moi justement. C'est le premier classique que j'ai vraiment apprécié lire en classe de première au lycée. Et d'ailleurs cette année-là, pour l'oral du bac de français, j'étais tombée sur l'Incipit de l'éducation sentimentale. Et je m'étais dit que j'avais eu trop de chance parce que je l'avais lu en entier, que je l'avais adoré. Il y a plein de choses à étudier dans ce livre, donc en plus du style merveilleux de Flaubert, l'histoire me parle beaucoup. J'adore les histoires d'amour contrarié, deux personnes qui s'aiment réciproquement mais qui ne peuvent pas s'unir et qui un jour se retrouvent. Et vaille que vaille, ça parlera à qui ça parlera, mais si vous voulez vous lancer dans les classiques, celui-là est quand même assez facile à lire, fluide, agréable. Et puis il y a un petit peu de politique de la 3ème République, c'est trop bien. Je garde. Un autre classique mais qui est sympa à lire, Bel Ami de Maupassant. En plus il est pas très long, moins long que l'éducation sentimentale. Ça vous plonge dans l'ambiance du Paris du 19e siècle et puis c'est la célèbre histoire de Georges Duroy qui conquiert son ascension sociale à travers ses relations. Donc en fait c'est aussi un super livre pour apprendre à networker du côté classique de la force, je le garde et je vous le conseille. Paul Venn, La société romaine, je l'ai acheté pendant mes études en fac d'histoire parce que mon cours préféré c'était celui sur l'histoire romaine. J'ai une passion pour l'histoire romaine, ne me demandez pas pourquoi. Un petit peu moins depuis que je suis salariée, que j'ai d'autres préoccupations dans ma vie. Enfin vous voyez c'est des livres que j'ai bien annotés là pour le coup, donc déjà compliqué à revendre, je vais le garder. C'est un historien qui a l'air sympa quoi, avec qui j'irai bien dîner un jour. Il y a même de l'humour dans ses livres. Les émotions au travail, encore un essai sociologique, la sociologie du travail, j'adore ça. Il y a un podcast
que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes qui s'appelle Émotion au travail. Je sais plus comment il s'appelait avant. C'est un super podcast aussi si vous vous intéressez au sujet d'entreprise, lié à la société, aux émotions, au fonctionnement des gens, c'est hyper intéressant. Je garde ce livre, Aragon, Blanche l'oubli. Encore un livre qui sera peut-être pas pour tout le monde, c'est de la prose, c'est aussi du surréalisme. Aragon, c'est le maître du surréalisme. Son roman Aurélien est quand même un petit peu plus structuré à la manière d'un roman, donc c'est plus simple pour commencer Aragon, mais il faut tout lire d'Aragon. Et Blanche l'oubli, c'est à propos de cette femme, entre sa présence et son absence. C'est très très beau. Ça se lit pas forcément d'une traite, mais par petites doses, ça vous nourrit l'âme. Je vous le conseille, je le garde. Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain. Pareil, c'est les mêmes éditions que ce livre-là, chant, essai, chant, histoire, chant... je sais pas quoi. J'avais dû l'acheter pendant mes années de prépa, je l'ai jamais commencé, jamais lu. Mais c'est un sujet éminemment d'actualité, donc je pense que je vais le garder sous le coude et le lire quand je serai à court d'autres choses. Angelika Schrobsdorf, tu n'es pas une mère comme les autres. Apparemment, ce serait considéré outre-Rhin comme l'un des livres majeurs consacrés à l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Bon, c'est sympa, c'est traduit de l'allemand, c'est un peu une fresque sur la vie d'une femme, c'est narré à la première personne. Je sais pas trop quoi vous en dire de plus parce que d'abord je l'ai pas terminé, mais c'est beaucoup centré sur les relations humaines, j'avais pas l'impression qu'il y avait un fil conducteur à l'histoire. Alors autant là, il y a zéro fil conducteur mais le style est magnifique, autant là il n'y a pas de fil conducteur mais c'est un roman, j'ai plus de mal donc je vais même pas essayer de le finir, je le donne. Je l'avais acheté chez Emmaüs. Italo Calvino, Les villes invisibles, là aussi c'est de la poésie, de la prose. C'est divisé en petits chapitres, chaque chapitre est consacré à une ville imaginaire et chaque ville est liée à un thème poétique, à une émotion ou à une histoire complètement absurde. En plus c'est pas très long, vous pouvez le lire histoire par histoire, c'est interrompu de 2 ou 3 passages où l'empereur Kubilai Khan échange avec Marco Polo et il y a toute une philosophie autour du voyage, qu'est-ce que ça veut dire de voyager, pourquoi on voyage, qui est le bon voyageur. Enfin, c'est beau, encore une fois. Chaque ville porte un nom de femme qui est assez imaginaire aussi. C'est un de ces livres qui vous marquent, je trouve, qui sont pas faciles à oublier. Je le garde. Dominique Moisy, La géopolitique de l'émotion, c'est un livre qui nous avait été recommandé très régulièrement par notre prof de géopo en classe prépa. Donc j'avais fini par l'acheter et très bonne surprise, si vous aimez la géopolitique et pas que, je pense que vous allez vraiment aimer parce que c'est un ouvrage complètement unique qui s'intéresse à la mondialisation via le prisme des émotions. C'est un peu le mélange des genres aussi. On a François Hollande et Angela Merkel sur la couverture, donc ça commence à dater un petit peu. Mais il part du principe qu'il y a des grandes cultures qui sont dominées par une émotion majoritaire, donc il y a les cultures de l'espoir, avec principalement l'Inde et la Chine, les cultures de l'humiliation, tout ce qui est le monde musulman, et les cultures de la peur, et là devinez qui c'est, je vous le donne dans le mille, c'est nous les Européens. Et il explique comment ces émotions présentes dans chaque culture influencent leur rapport à la mondialisation, et comment la mondialisation en retour nourrit ou atténue ces émotions. C'est très pédagogique aussi, enfin, c'est hyper intéressant, je le garde. Si vous aimez la géopolitique, je vous le conseille, ou ce qui se passe dans le monde, tout simplement. Un deuxième livre qui nous avait été recommandé par cette même prof, Suzanne Berger, Made in Monde, Les nouvelles frontières de l'économie mondiale. Celui-là, j'avais moins accroché, c'est un livre sur la mondialisation qui explique pourquoi et comment aucun produit n'est made in France, made in China, made in n'importe quoi, puisque les chaînes de production sont complètement éclatées dans le monde pour plein de facteurs différents et il s'intéresse à tous ces facteurs-là. C'est bien, je donne. Journal à compléter, 5 ans de réflexion. Ça, c'est un petit journal avec 365 pages, une page par jour, où vous devez répondre à la question. Et vous pouvez faire ça sur 5 années de suite ou 5 années différentes. Le concept est sympa, mais je trouve que certaines questions n'ont aucun intérêt. Par exemple, le 19 janvier, 3 aliments que vous avez mangés aujourd'hui. Pas sûr que j'ai envie de m'en souvenir dans 5 ans. 22 mai, de quand date votre dernière conversation intéressante? Je trouve que pour faire du journaling, autant faire ça si vous avez vraiment besoin d'être guidé, si les questions bêtes ne vous dérangent pas, c'est sympa. Moi je préfère écrire ce qui me passe par la tête. Je donne, et il est complètement vierge.
donc ça fera le bonheur de quelqu'un. Antoine Pro, 12 leçons sur l'histoire, encore un ouvrage d'histoire que j'ai commencé, pas fini, je donne. Histoire des Arabes, ça c'est un livre que j'ai acheté un petit peu en raison de ce livre-là et puis en raison de l'actualité aussi pour en savoir un petit peu plus. L'épaisseur en témoigne, c'est un livre qui couvre une bonne partie de l'histoire, depuis la chute de l'Empire ottoman jusqu'à l'invasion de l'Irak par George Bush, en passant par l'expédition d'Égypte de Napoléon, les deux guerres mondiales, etc. Donc il y a de quoi faire, je l'avais commencé, je le garde. Deux petits livres qui sont un petit peu datés, la reproduction chez le cheval et le dopage chez le cheval. Je sais pas trop à qui recommander ces livres parce que c'est un petit peu niche et je pense qu'il y a des pratiques un petit peu plus modernes depuis. Ça a été publié dans les années 90 je crois. Pas du tout, les années 70, vous vous rendez compte? Je donne. Adaptive Market, Financial Evolution at the Speed of Thought. Donc d'abord c'est un livre en anglais, ensuite c'est un livre qui m'a été offert par mon ex qui est économiste, donc c'est un livre pour les intellectuels, je pense qu'il m'a un peu surestimé. Disons que c'est très théorique mais néanmoins intéressant parce que c'est un livre qui propose une nouvelle théorie du fonctionnement des marchés financiers fondée sur l'idée de l'évolution des espèces selon Charles Darwin, selon laquelle les survivants seraient ceux qui n'ont pas les plus forts, non pas les plus intelligents, mais ceux qui savent le mieux s'adapter et que la nature sait se réguler elle-même. Bref, c'est un beau pavé. Si vous êtes passionné d'économie, c'est, comme je le disais, très innovant. C'est assez psychologique aussi, donc c'est intéressant, mais je vais le donner. Est-ce qu'on a le droit de se débarrasser des cadeaux de ses ex? C'est même plutôt recommandé, non? Mona Chollet, on ne la présente plus. Sorcière, la puissance invaincue des femmes, je crois que ça doit être son essai le plus connu. C'est facile à lire, c'est piquant, c'est intéressant, c'est bien documenté, très féministe. C'est pas forcément mon préféré parmi ses ouvrages, donc celui-là je l'ai lu, je vais le donner, c'était chouette. Hitch to the Horseman, ça aussi c'est un livre en anglais mais beaucoup plus petit et beaucoup plus accessible puisque c'est une histoire d'amour pour les teenagers et j'ai absolument adoré à l'époque. C'est le tout premier livre je crois que j'ai lu en anglais de façon autonome du début à la fin, donc ça a aussi un petit côté sentimental et puis surtout j'ai adoré l'histoire. Hitch to the Horseman, c'est toute ma vie. Je le garde. Chimamanda Ngozi Adichie, Americana, c'est une autrice nigériane qui est plutôt connue je crois parce qu'elle a beaucoup pris position, pris parole sur les sujets féministes. C'est l'histoire d'une jeune femme qui quitte le Nigeria pour aller faire ses études à Philadelphie dans l'état de New York aux États-Unis. Donc c'est l'histoire un petit peu du choc culturel, du moment où elle découvre qu'elle est noire, ses premières expériences avec le racisme et sa petite vie tout simplement, ou sa grande vie. Donc vraiment super, parmi toute la pile là, je pense que c'est un des livres que je vous recommande le plus. Persuasion, Robert Cialdini. Cialdini. C'est un auteur qui est très connu pour son livre sur l'influence, je sais plus comment il s'appelle, mais celui-ci c'est pas son plus connu, c'est un qui est plus récent et que j'ai adoré. C'est la psychologie de l'influence en fait, comment est-ce qu'on met quelqu'un dans des dispositions où il sera plus ou moins réceptif à un message. Donc il explique encore la différence avec la manipulation, mais bon la ligne est toujours fine, c'est juste que c'est hyper intéressant si vous vous intéressez à la psychologie, au marketing, aux humains tout simplement, je le garde. Un livre que j'aurais adoré, Water for Elephants. Je crois qu'il y a un film qui a été adapté de ce livre-là. Je l'ai commencé plusieurs fois, j'ai jamais réussi à aller très loin. J'accroche pas avec le style ou le rythme de l'histoire. Pourtant ça se passe dans un cirque, donc je me suis dit que ça nourrirait mes fantasmes d'enfance. Pas du tout, je laisse tomber, je le donne. Zola, La bête humaine. Un chef-d'œuvre, est-il besoin d'en dire plus? C'est mon roman préféré de Zola, qui s'intéresse à la frontière très fine entre l'homme et l'animal, les pulsions sauvages, j'adore. Si vous voulez commencer Zola, si vous voulez commencer les classiques, là aussi c'est un super livre qui va vous prendre aux tripes et je vous promets que vous n'allez plus pouvoir le lâcher. Oui, c'est possible avec les classiques. Les Confessions d'un bourgeois, Sándor Márai, qui est un auteur hongrois du XXe siècle. Je crois que quelqu'un l'a décrit comme la confession d'un enfant du siècle version hongroise. Je trouve que c'est jamais très cool de comparer le roman d'un auteur au chef-d'œuvre d'un autre auteur. Ils sont
toujours un petit peu différent, enfin très différent. Mais je pense que c'est pour les lecteurs donner un petit peu une idée du style. C'est une fresque de la bourgeoisie hongroise au XXe siècle. Je l'ai pas lu donc je peux pas vous en dire plus, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je le garde sous le coude et je le lirai quand j'aurai plus rien à me mettre sous là-dedans. La couleur des sentiments. Celui-ci, il faut le lire. Très connu, mais aussi très chouette à lire. Pas forcément facile. C'est l'histoire d'une nanny, d'une bonne noire dans une famille blanche aux États-Unis dans les années 60. Et c'est vraiment un roman initiatique et puis très politique, très historique, qui est hyper important à lire, je trouve. Donc je vous le conseille grandement, français, anglais, peu importe. Moi j'ai lu en français. Pierre Renucci, Caligula, encore un livre sur l'histoire romaine, mais sans doute ma partie préférée de l'histoire romaine, avec cet empereur assez sulfureux et loufoque. Je trouve que c'est hyper intéressant pour chaque empereur de comprendre d'où ils viennent, comment ils ont grandi, quelles étaient leurs relations avec la famille impériale, avec les autres institutions, comprendre un petit peu leur parcours de vie tout simplement et comment ça a influencé la destinée de l'Empire romain, qui n'existe plus, donc ils ont forcément merdé quelque part. Un autre livre de Flaubert, Salammbô. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, j'en ai lu des extraits, mais je ne l'ai pas lu comme un roman, donc je peux pas vous en dire plus, mais c'est très beau, et je sais plus de quoi ça parle, vous me direz si vous savez, je le garde. Le Petit Futé sur la Roumanie. Celui-là, c'est un peu la honte. C'est un livre que j'avais acheté pour offrir à une amie quand elle est partie en Erasmus en Roumanie, avant qu'elle parte. En fait, je lui avais demandé son adresse pour pouvoir lui envoyer comme un cadeau, une surprise, et je sais plus, j'ai jamais retrouvé ce message, donc j'ai jamais pu lui envoyer. Depuis, elle est rentrée, ça fait plus d'un an. Donc ça sert plus à grand chose, mais quelqu'un d'autre ira bien en Roumanie, donc je vais le donner. Revoici Mona Chollet, Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féministe. Je pense que le titre parle de lui-même. Il est super aussi, il m'a fait un petit peu moins d'effet que Sorcière, et surtout que Chez Soi, qui est mon préféré et qui est dans ma bibliothèque. Donc celui-ci je vais le donner aussi, mais toujours très intéressant et très agréable à lire, et je pense que c'est bien d'acheter des livres pour soutenir le travail d'autrices féministes comme ça. Pensée en Chine, sous la direction d'Anne Cheng. Ça, c'est un livre que j'avais acheté pendant la rédaction de mon mémoire de fin d'études, parce que c'était lié à l'influence de la culture sur les événements et rituels d'entreprise, et parmi les pays auxquels je m'intéressais, il y avait notamment la Chine. Donc ça m'a permis de découvrir un petit peu à quel point c'est une culture complexe, avec un héritage très très riche. Ils pensent très différemment de nous Français, nous Européens. Donc ça aborde plein de sujets. Je l'ai pas encore fini, mais je le garde. Et enfin, pas des moindres, last but not least, Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Ça reste à ce jour un de mes romans préférés. Je crois que je l'ai lu quand j'étais au lycée, 2 ou 3 fois aussi. C'est magnifique, c'est l'histoire d'une transplantation d'organes. Alors dit comme ça, on se dit un peu what the fuck, mais c'est très humain, très poignant, très bien écrit. En fait, on suit l'itinéraire d'un cœur prélevé chez un jeune homme qui décède après un accident de surf, et on se rend compte à quel point il y a toute une valse de personnes, tous les gens qui sont impliqués dans cette transplantation d'organes. On suit un petit peu leur vie en dehors de l'hôpital, mais surtout les opérations, ce que ça veut dire, ce que ça implique, les émotions. C'est trop bien. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je peux pas vous en dire plus, mais celui-là je le garde. Et on arrive au bout. Donc je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Merci d'avoir regardé si vous êtes encore là. Et n'hésitez pas à me dire quels sont vos romans préférés en commentaire. Parce que comme je vous le disais, là j'ai envie de me remettre aux romans simples avec des histoires trépidantes. Ma caméra a coupé, je suis déjà en train de faire le montage. Donc je vous dis à plus tard. Ciao!